Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour Cyril. Bonjour Brian. Merci d'avoir accepté cette invitation de présenter la plateforme sur le podcast Azimut à nos auditeurs. Je vous rappelle que nos auditeurs sont des parents d'élèves au lycée ou des jeunes étudiants. Et ce qui serait important pour eux, c'est de comprendre ce que vous avez fondé il y a maintenant 3 ans à Marseille. Mais avant tout, il serait bien de vous présenter. Alors, qui êtes-vous, Cyril Zimmermann ? Merci déjà au fait de prendre le temps d'échanger avec moi et puis de parler de la plateforme. Moi, je suis un entrepreneur. J'habite à Marseille depuis 15 ans. J'ai passé à peu près 20 ans à créer des entreprises dans l'univers des nouvelles technologies, du numérique, en France et à l'étranger. Et il y a un petit peu plus de 3 ans maintenant, j'ai créé avec d'autres associés et aussi un cercle réunissant les 50 plus grandes entreprises de Marseille, la plateforme, qui est une école d'informatique un peu nouvelle en son genre, dont on va parler ensemble, j'imagine. Exactement. Justement, c'est l'occasion d'en parler. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la plateforme ? Alors, elle a de particulier, peut-être d'être récente, c'est de répondre à des besoins, à des analyses, à des constats qui sont les derniers, en tout cas. Si je prends mon exemple personnel, et il est un peu, je pense, représentatif au fait de ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, j'ai toujours eu du mal à recruter des informaticiens. Et en plus, pour être honnête, je crois que je les ai jamais vraiment bien recrutés. C'est-à-dire que je restais sur des standards qui étaient des grandes écoles d'ingénieurs, des niveaux Bac+5, si possible, qui venaient de sortir de l'école, mais qui avaient quand même 3 ans d'expérience professionnelle, et puis qui connaissaient des langages, en fait, qui venaient de sortir il y a 2 mois. Bref, le mouton à 5 pattes, blanc, noir, multicolore, qu'évidemment personne ne trouve. Et donc, en tant qu'employeur, mais comme beaucoup de mes confrères, collègues, et aussi de directeurs des ressources humaines, en fait, d'entreprises plus grandes, on se plaignait quelque part de ne pas pouvoir recruter, mais en réalité, parce qu'on ne pouvait recruter qu'à certains endroits, et les formations sur les métiers de l'informatique et du numérique n'étaient pas suffisamment diversifiées pour répondre à nos besoins. Tout le monde n'est pas fait pour faire une grande école d'ingénieurs, pour plein de raisons. Une question d'envie, une question de forme d'esprit, une question de disponibilité. Tout le monde ne fait pas 5 ans d'études dans un polytech universitaire, et de plus en plus de personnes peuvent avoir envie de changer de parcours ou de faire une pause avant de faire des études. Bref, on n'est plus sur des parcours linéaires. Et je trouvais qu'il y avait une espèce d'incohérence en France, se dire on a 110 000 étudiants en informatique, 25 000 qui sortent diplômés chaque année, mais en fait il en faut 40 000 pour aller travailler dans les entreprises, les associations, les collectivités territoriales. Donc il en manque 15 000 chaque année. Pourquoi il en manque 15 000 ? Parce qu'on n'ouvre pas des portes assez larges au public que ça peut intéresser. Et pourtant, l'informatique, c'est pas des maths, c'est de la logique. Et la logique, c'est ce qu'il y a plus de communément réparti dans l'esprit humain en France et ailleurs. Donc ça veut dire que c'est pas un truc de mec et interdit aux filles. Ça veut dire que c'est pas forcément quelque chose qui est réservé aux ingénieurs ni à ceux qui sont bons en maths. C'est quelque chose qui peut être ouvert à tous les publics, de tous les milieux sociaux, de tous les milieux culturels, et qu'il me paraissait finalement assez utile à la fois pour l'économie, mais aussi assez utile en termes social, de faire une école qui soit ouverte à tout le monde et qui puisse offrir des débouchés où à 90-95%, on est sûr d'avoir un emploi plutôt bien rémunéré. Donc c'est comme ça qu'on a ouvert la plateforme en 2019. Et pour que ça soit vraiment ouvert à tout le monde, on a décidé de recruter des étudiants sans condition de diplôme à l'entrée. C'est-à-dire que théoriquement, sans bac, on peut rentrer à la plateforme. Je dis théoriquement parce qu'aujourd'hui, le bac, en fait, concerne 90 à 95% de la population. Mais on a 10% des étudiants de la plateforme qui n'ont pas le bac. Mais potentiellement qui ont déjà travaillé 3-4 ans. Donc, qui ont une expérience professionnelle, qui potentiellement sont déjà un peu informaticiens, mais qui n'ont pas le bac pour autant, et on leur permet de raccrocher des cursus calqués sur ceux de l'université, qui sont soit des cursus de 3 ans en bachelor, soit de 5 ans avec un niveau master. Et donc, c'est accessible sans niveau de diplôme, et c'est gratuit, dans le sens où il n'y a pas de frais de scolarité à payer, puisque l'ensemble du cursus à la plateforme, sauf la première année, se fait en alternance. Donc, la première année se fait à 100% à l'école,
Et après, tout se fait en alternance. Alors, vous avez parlé de plein de sujets sur lesquels on va revenir. Avant tout, peut-être, j'aimerais bien comprendre quelles sont les formations que vous proposez, comment est-ce qu'elles s'intitulent, quels sont les cours que vous donnez, peut-être, et quelle est la pédagogie que vous employez. Alors, on forme des développeurs web, des développeurs logiciels, des administrateurs systèmes et réseaux, donc ce qu'on appelle aujourd'hui la cybersécurité, et puis des experts en algorithmie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. On le fait sur des durées de 3 ans à 5 ans. On peut rentrer à la plateforme en première année, mais aussi en deuxième ou en troisième année si le niveau fait qu'on peut directement rattraper les deuxième et les troisième années. On peut rentrer aussi directement en master, enfin en MSc. Et on n'a pas un format pédagogique sous forme de cours. Donc, c'est pas un savoir descendant qui vient du professeur vers l'élève. On a un cursus pédagogique qui se déroule parce que les étudiants vont avoir un parcours de projet sur lequel ils vont devoir travailler en groupe, mais sur lequel ils vont livrer nos résultats individuellement et être évalués individuellement. Et l'évaluation, c'est pas une note, c'est derrière chaque projet l'évaluation de la compétence qui a été acquise par les étudiants. Et derrière le projet, il y a toujours plusieurs étudiants. Mais dès le début, même quand les étudiants arrivent et ne savent pas une ligne de code, on commence tout de suite par un projet. Et donc évidemment, ces projets, ils ne sont pas totalement autonomes pour les faire. Donc on a des pédagogues qui sont là, qui les entourent, qui sont au milieu d'eux et qui sont là pour les aider à franchir des étapes. Ça, c'est les premières semaines, les premiers mois. Et donc, c'est une pédagogie, en fait, qui est un peu passive dans la mesure où finalement le pédagogue est là. Donc, elle est très active en réalité par rapport au pédagogue habituel, mais le pédagogue est là pour aider. Et la pédagogie devient de plus en plus active puisque l'étudiant est de plus en plus autonome. Et finalement, il va chercher la solution auprès de ses camarades sur la même table, sur la table d'à côté, ou alors sur YouTube, en fait, en allant chercher un tuto. Ou alors, enfin, s'il y a plus de 5 étudiants qui sont bloqués sur un même niveau, on déclenche un cours. Et là, il y a du savoir descendant du professeur vers l'élève. Et au-delà de cette méthode pédagogique qui est celle de la plupart des écoles informatiques maintenant depuis 30 à 40 ans, ce qui est particulier à la plateforme, c'est qu'on a cette librairie et ce parcours de projet, mais on individualise le parcours de chacun en fonction des compétences acquises et acquérir. C'est-à-dire que si vous et moi, on commence à l'instant T, premier projet, on va le rendre, on va être évalué comme ayant acquis les compétences nécessaires, donc on va passer à un deuxième projet. Mais peut-être que vous aurez acquis les compétences mieux que moi dans certains domaines, donc votre deuxième projet va plus être le travail sur des compétences où moi j'aurais été meilleur. Et petit à petit, on va avoir une arborescence comme ça de compétences acquises qui va nous amener à un niveau de titre professionnel reconnu par l'État, Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus 3, jusqu'à Bac plus 5, mais en ayant eu un parcours de culture de compétences un peu plus pointu pour vous que pour moi sur certains sujets. Vous disiez tout à l'heure que les langages de programmation évoluent dans le temps. Comment est-ce que vous faites à la plateforme pour rester justement à la pointe des compétences nécessaires, plus techniques peut-être quand même, pour l'employabilité de vos candidats et étudiants? Par les projets, en fait, les étudiants apprennent par l'intermédiaire de projets. Ces projets ne sont pas statiques, ils se renouvellent. Et c'est des projets au fait qui se renouvellent parce que les entreprises nous les suggèrent. Pour être très concrète aussi, quels sont les diplômes obtenus et pour quels débouchés? Parce que ça, en tant qu'auditeur parent, souvent c'est une question qui est importante parce que c'est la façon dont on a un filtre ou peut-être un biais, mais en tous les cas, l'importance des diplômes. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire Alors, si on parle en termes purement juridiques, on ne donne pas des diplômes, mais on donne des titres professionnels reconnus par l'État, par le ministère du Travail, alors que les diplômes sont des titres reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur. Voilà. Donc ça, c'est pour être très strict sur l'utilisation du vocabulaire. Après, les équivalences sont les mêmes, c'est Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5. Et donc, on délivre en fait des titres sur administrateur réseau et sécurité, développeur web et mobile, développeur logiciel, chef de projet en intelligence artificielle et des masters sur les mêmes disciplines. Et donc, ça permet en fait de travailler aussi bien dans une entreprise informatique que dans une entreprise ou même une association ou une collectivité publique
pour soit administrer les systèmes, les réseaux, la sécurité de l'information et se battre contre les intrusions et les cyberattaques. Ça, c'est ce qu'on appelle la cybersécurité. On peut devenir développeur informatique orienté cybersécurité ou développeur informatique orienté intelligence artificielle. On peut devenir chef de projet données, data et intelligence artificielle. Là, on va devoir réfléchir, concevoir un projet à partir des données dont dispose une entreprise pour savoir ce qu'on en fait. Comment on va aider son manager à mieux interpréter les données, donc faire de la data visualisation et permettre en fait à chacun d'avoir les bonnes données, la bonne interprétation et les bonnes décisions. Il y a aussi des métiers liés à la protection des données. Le cadre juridique s'est renforcé ces dernières années en fait, pour protéger les données personnelles. Ça a donné lieu à l'émergence de nouveaux métiers. C'est les responsables de la protection des données personnelles, Data Protection Officer en bon français. Et ça aussi, c'est des métiers auxquels on forme. D'accord, donc tous ces métiers-là, effectivement, on en entend beaucoup parler dans les nouveaux métiers, dans les métiers sur lesquels il y a des difficultés de recrutement. Donc on sent bien qu'il y a une traction, en tous les cas, des élèves vers l'employabilité. Vous parliez d'apprentissage, j'imagine que cet apprentissage, non seulement il est important pour permettre d'avoir des études prises en charge financièrement, mais aussi pour l'employabilité, non? Il a plein de vertus. La première, la plus égoïste pour nous, c'est que ça nous permet d'avoir un modèle économique et d'offrir les formations sans frais de scolarité. Alors c'est bien pour nous, mais c'est bien pour les étudiants aussi. Le deuxième avantage, c'est que ça permet à tous les étudiants qui ont envie de faire des études, mais en même temps qui ont envie de bosser. Il y en a plein qui se disent ouais, les études c'est chouette, c'est un bon moment de vie, mais en même temps j'ai envie de rester dans le concret, j'ai envie de rentrer dans le concret. Je veux que ça soit différent du lycée et voire même je veux gagner de l'argent. Bon, ben, quand on est en apprentissage, on gagne entre 50 et 100% du SMIC suivant son âge. Donc ça crée des revenus. Et le troisième avantage, c'est que ça permet à des personnes qui ne pourraient pas envisager de faire des études, même si c'était gratuit, de se dire je vais pouvoir le faire parce que je vais avoir des revenus. Donc c'est pas juste c'est bien parce qu'en plus je vais avoir des revenus. Non, c'est essentiel et ça me permet de faire des études. Et j'imagine que l'apprentissage plonge aussi vos étudiants dans la vie économique des entreprises qui les entourent. Est-ce que d'expérience, l'apprentissage débouche sur des propositions d'embauche ou est-ce que finalement c'est décorrélé en fait? Non, vous avez raison. Effectivement, tout à l'heure, vous m'avez dit est-ce que ça favorise l'employabilité? La réponse est oui, évidemment. C'est-à-dire que ça plonge tous nos étudiants dans le concret. Le concret, ça veut dire qu'est-ce qu'on attend en entreprise, en association, en collectivité locale, en fait, des connaissances techniques, informatiques qu'ils ont acquis. Et deux, qu'est-ce que ça veut dire travailler ensemble à plusieurs au sein d'un collectif? Ce qui n'est pas une évidence du tout qu'on a 17-18 ans, parce qu'on n'a pas forcément l'idée de ce que ça veut dire avec ses bons côtés et puis ses contraintes. Donc, l'employabilité, c'est ça, c'est acquérir cette expérience, savoir comment on s'y adapte, qu'est-ce qu'on en tire de positif, qu'est-ce qu'on en tire comme leçon sur soi-même. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a à peu près 90% de sorties positives, c'est-à-dire d'employabilité à la sortie. Et dans un cas sur deux, les étudiants continuent dans l'entreprise qui leur a fourni l'alternance. Intéressant. Est-ce qu'il y a des difficultés à trouver ces apprentissages? C'est des alternances. Des alternances, voilà, pardon. C'est soit un contrat d'apprentissage, soit un contrat de professionnalisation, ça dépend de l'âge de l'étudiant. On a un tiers des effectifs de la plateforme aujourd'hui qui travaillent en relation avec les entreprises pour trouver des postes d'alternance à nos étudiants. Donc on sait que certains se débrouilleront tout seuls, d'autres auront besoin d'aide, et c'est pour ça qu'on a une petite dizaine de personnes en fait qui travaillent là-dessus. Aujourd'hui, pour candidater, mon enfant est aux alentours du bac, qu'il l'ait ou qu'il ne l'ait pas, on a compris que ça pouvait ne pas être le sujet. Comment est-ce qu'on candidate à la plateforme? Quels sont les critères que vous regardez? Qu'est-ce qu'il faut faire pour candidater? Avant de candidater, déjà, comment on nous rencontre? Donc, on est présent sur la plupart des salons étudiants, que ce soit sur Aix, Marseille, Toulon, la région parisienne, et bientôt les Alpes-Maritimes, parce qu'on ouvre à Cannes, en fait, dans une semaine. On a en fait toutes les informations disponibles sur notre site internet avec des formulaires de prise de contact et on organise des journées portes ouvertes régulièrement tout le long de l'année. La prochaine a lieu d'ailleurs début avril. D'accord. 1er avril pour être précis. Et enfin,
On reçoit en fait l'ensemble des candidatures, on rappelle et on rencontre en fait l'ensemble des candidats. Si les candidats veulent rentrer en première année, on leur fait un entretien individuel pour vérifier qu'ils ont bien compris finalement ce dont on allait parler dans l'enseignement à la plateforme. On leur présente l'école et derrière on organise finalement une petite session de hackathon où on réunit tous les candidats pour passer 24 à 48 heures ensemble et travailler en commun sur un projet à présenter à la fin devant le jury. Alors c'est un projet non informatique, mais c'est un projet qui nous permet de détecter la capacité de concentration, l'envie et la capacité de travailler à plusieurs sur un projet, et l'envie et la capacité de le présenter devant les autres. Et à l'issue de ça, il y a une procédure d'inscription administrative et la rentrée se fait en septembre. Deuxième cas de figure, des étudiants veulent rentrer directement en deuxième ou en troisième année du bachelor parce que ils sont déjà autodidactes en informatique ou ils ont déjà fait un début de cursus universitaire. Et pareil, s'ils veulent rentrer en niveau master, à ce moment-là, en fait, on fait un entretien individuel et un test technique pour vérifier qu'effectivement, dans leur cursus précédent, ils ont pu acquérir ce qui était nécessaire à ce qu'ils arrivent directement en deuxième, troisième, quatrième ou cinquième. Merci beaucoup pour ces renseignements. Peut-être pour conclure, comment est-ce que vous pourriez décrire les éléments différenciants par rapport aux autres écoles qui existent aussi, les autres écoles d'informatique qui peuvent être citées comme l'école 42, Simplon, Rocket School, etc. ou des écoles d'ingénieurs plus classiques? Alors, on a repris le modèle et le standard universitaire Bac+3 et Bac+5 parce qu'on pense que c'est un facteur en fait important de prise de confiance en soi, de repère et d'employabilité, tout simplement, puisque le recrutement, les DRH en fait fonctionnent par rapport à des repères et des standards en fait qui sont nationaux et européens. Ce qui n'est pas forcément le choix de toutes les écoles d'informatique qui privilégient des formations plus courtes. Aujourd'hui, il est possible d'avoir un Bac+2 avec une formation de 12 à 15 mois. Il est possible d'avoir un Bac+3 avec une formation de 18 mois. Et ça peut fonctionner, hein, mais on pense que c'est mieux de faire vraiment 3 ans de formation pour avoir un Bac+3. Parce que ça permet de mûrir, ça permet, dans notre cas, en fait, de faire une alternance en fait, pendant 2 ans sur les 3 années. Et ça permet en fait, d'avoir une meilleure employabilité, d'être plus à l'aise dans l'entretien de recrutement, d'avoir plus d'expérience. Donc, tout simplement, d'être finalement un bourgeon qui devient une belle fleur parce qu'on lui a laissé plus de temps pour le faire. Et donc, c'est pour ça qu'on ne favorise pas finalement la durée courte des formations, à part pour des personnes qui sont en reconversion, où là, on a des formations spécifiques en fait, qui font 12 à 15 mois. On a repris le modèle en fait, des Bac+3 et Bac+5 de l'université, mais on inclut finalement l'ingrédient alternance à 100%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une formation à la plateforme qui se fait sans alternance. Et ça, je crois que c'est unique. Et après, notre ADN commun avec l'école 42 et avec Simplon, avec le Wagon, c'est effectivement une pédagogie basée en fait sur l'implication des étudiants qui apprennent à apprendre et qui apprennent en fait de façon active, basée sur des projets, mais avec une approche qui est peut-être plus large, moins élitiste en fait que certaines écoles, où les méthodes piscine ou autres en fait sont des filtres de sélection. Nous, on pense qu'un bon informaticien, une bonne informaticienne, un bon chef de projet, une personne qualifiée pour gérer de la donnée ou développer des sites internet, des applications mobiles, que sais-je, c'est pas uniquement quelqu'un qui a résisté en fait au filtre de l'applicide avec une logique marche ou crève, mais quelqu'un qui a une capacité à créer du lien, une empathie, une capacité à communiquer. On sait tous, en fait, vous et moi et les personnes en fait qui ont un peu d'expérience professionnelle, que les personnes avec qui on a envie de bosser, les meilleurs, c'est pas forcément ceux qui sont techniquement toujours les plus bons, mais c'est ceux qui ont une harmonie entre un niveau de savoir-faire technique et un savoir-être et une capacité à travailler en commun, une capacité à communiquer. Et c'est ça qui fait la motivation, l'agrément, le cadre de vie, le cadre de travail, et qu'on peut être moyen en compétences techniques, mais super bon en management et en communication, et ça va faire un super chef de projet. Donc voilà, on a une démarche en fait qui est assez globale.
Ouais, très intéressant. Dernière question sur les jeunes filles qui postulent. Est-ce que vous voyez leur nombre augmenter d'année en année? Alors malheureusement, pas augmenté d'année en année en termes de pourcentage, parce qu'on est passé de 50 étudiants en 2019 à 600 en ce moment et 1000 pour la rentrée de septembre. Donc on arrive à maintenir en fait un pourcentage de jeunes filles aux alentours de 20 à 23% au maximum. Ça ne correspond pas à l'objectif qu'on s'était donné au départ, mais on en est arrivé à la conclusion qu'il faut qu'on aille parler et montrer finalement ce que sont nos formations et les débouchés à des jeunes filles qui sont au collège et au lycée si on veut faire progresser ces chiffres. Et donc demain, par exemple, samedi, à la plateforme, on a le Girls Tech Day, où on a une centaine d'inscrites qui viennent participer à des ateliers, prendre de l'information, écouter des témoignages en fait de jeunes femmes ou de femmes moins jeunes qui ont travaillé depuis quelques années ou beaucoup d'années dans l'univers des nouvelles technologies et qui sont là pour montrer que c'est un univers en fait qui n'est pas forcément genré dans le fond. Merci beaucoup Cyril d'avoir présenté la plateforme. Je pense que ça intéressera beaucoup nos auditeurs. Merci. Merci Perrine. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast. Et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.